Bonjour à tous et bienvenue pour Les Marchés en Action, notre émission de décryptage des marchés. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 juillet 2021. Les marchés sont en lévitation, en pause, en apnée, en vacances. Il ne se passe plus grand-chose malgré tout. Certaines valeurs continuent leur course et d'inscrire de nouveaux records annuels ou historiques. Profitons de ce calme sur les marchés pour faire un point complet sur ces derniers. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle les rendez-vous de la semaine sur le site de Zone Bourse. Tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin. Tous les jours, le point bourse avec Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, notre émission Les Marchés en Action. Dans cette émission, comme d'habitude, un focus marché, le top flop macro, puis on passera dans un second temps sur la plateforme ProRealTime pour regarder les graphiques de vos actions préférées. Au menu du focus marché, pas grand chose. Nouveau record historique du Nasdaq 100 et du S&P 500, comme à peu près toutes les semaines ces derniers temps. Les taux se détendent, les banques centrales sont en soutien, c'est l'été et tout va bien dans le meilleur des mondes. CAC 40 et DAX latéralisent, toujours haussiers à moyen terme, mais plutôt neutres depuis un mois. Il y a une absence de vendeurs, une inertie des marchés, des injections des banques centrales qui font le travail. Et donc, à moins d'un élément exogène, d'un signe noir, le marché tient bon et les meilleurs dossiers inscrivent des records historiques. L'optimisme est par ailleurs tempéré par les préoccupations toujours bien présentes liées à la propagation rapide du variant Delta. D'ailleurs, j'ai publié un article Zone Bourse qui faisait le point sur le coronavirus. Nous avons quand même atteint la barre des 4 millions de décès. Ce n'est pas rien. Les valeurs de qualité en trend following continuent de performer, à l'image d'Esker, Sartorius, Téléperformance ou encore LDLC. Je me rappelle d'une émission que j'avais faite il y a à peu près 1 an et demi où c'était ces mêmes valeurs, Esker, Sartorius, Téléperformance, que j'avais pris comme exemple à l'époque. On m'avait dit, bah oui, mais ça monte trop fort, ça monte tout droit, c'est trop cher, donc ça devrait baisser. Et pourtant, 6 mois, 12 mois, 18 mois plus tard, l'ensemble de ces valeurs sont encore une fois sur des nouveaux records annuels ou historiques. Donc, lorsque vous avez des bons dossiers de qualité qui sont haussiers en trend following, ça ne sert à rien de quitter le bateau tant que le jouet n'est pas cassé. Le pétrole WTI, toujours soutenu par une reprise historique, retrouve des plus hauts de 7 ans. C'est plus haut de 2018 de mémoire qui se situe à 77 $. Et ce ne serait pas étonnant qu'on ait une réaction de la volatilité, peut-être un reflux sous ce seuil. L'argent et l'or donnent des signes de robustesse, ce qui est plutôt encourageant à long terme. L'argent rebondit sur sa moyenne mobile à 200 périodes, l'or latéralise et les deux sont toujours haussiers dans une dynamique de long terme qui peut reprendre à tout moment. Enfin, le Bitcoin s'est totalement endormi. Il est à 34 000 $. Il ne bouge plus du tout. Sa volatilité est retombée, à l'image de la volatilité sur l'ensemble du marché. Voilà pour ce focus marché. On va directement passer au top flop. Le top flop macroéconomique pour comprendre un petit peu le cadre dans lequel nous investissons. À gauche, vous avez un graphique des indices PMI en zone euro qui sont sur des plus hauts de 20 ans. On est dans une recovery, c'est-à-dire dans une reprise. On parlait de creux en V, de crise en V. C'est exactement ce que l'on peut constater. Le Covid a été vite oublié et nous jouissons actuellement de l'effet rebond post-Covid avec une reprise forte au 2e et au 3e trimestre 2021 et ensuite peut-être nous assisterons à une normalisation, une stabilisation. Ce qui est assez fou avec cette période du Covid, c'est que nous avons connu l'année dernière la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale,
Et malgré tout, lorsqu'on regarde après la récession quelles sont les performances dans l'immobilier ou encore sur les marchés financiers, eh bien on peut constater que malgré cette récession, nous avons une performance du S&P qui est à plus 28%, alors que historiquement, à chaque fois qu'on a eu des récessions, alors pas à chaque fois, on n'a pas eu de la baisse à chaque fois, mais on va dire qu'on a eu de la hausse mesurée dans les années 90, de la baisse en l'an 2000, de la baisse en 2007-8 avec la crise des subprimes. Là, franchement, c'est assez hallucinant. On est dans des performances positives et ce, malgré une des pires récessions. C'est là où on voit que l'impact des banques centrales est plus que significatif. Il ne faut pas oublier que cette reprise, reprise économique, reprise des marchés, ne s'est pas faite sans ultra-liquidité. Ici à gauche, donc vous voyez le total des actifs détenus par les banques centrales. Ici à droite, vous avez la même chose. On voit bien donc ce flux constant à partir de la crise de 2008 qui là, avec le Covid, a littéralement explosé. Les banques centrales ont injecté plus de 10 000 milliards en l'espace d'un an et elles continuent d'injecter actuellement, ce qui drive les marchés à la hausse, ce qui les soutient artificiellement et ce qui pour le moment empêche toute consolidation. Néanmoins, cette ultra-liquidité qui se déverse dans les marchés, qui fait monter l'immobilier, qui fait monter les actions, engendre quand même des poches d'euphorie. On a eu des poches d'euphorie sur les SPAC, on a peut-être eu aussi de l'euphorie sur les crypto-monnaies, on a de l'euphorie palpable sur les IPO, les introductions boursières, puisque on est sur des plus hauts sur les indices, sur des records historiques. Et on n'a jamais eu autant d'introductions boursières, à croire que certains veulent profiter justement de ce cash qui circule pour introduire leurs actions au plus haut et transformer l'essai en quelque sorte. On notera que c'est une période un peu particulière, cette période de ces 20 dernières années. Ici, quand on regarde ce graphique, c'est le nombre d'années que les particuliers vont détenir une action. De 1930 à 1980, on détenait les actions 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6, 7 ans parfois en moyenne. Depuis les années 90, on les détient de moins en moins et en 2020, en moyenne, les investisseurs individuels détiennent leurs actions moins de 1 an. En gros, tout le monde s'est mis à faire du trading et beaucoup moins de personnes font de l'investissement. À ce sujet, permettez-moi quand même de vous rappeler que l'investissement à long terme est bien plus rentable que le trading. En trading, en France, avec les données que l'on a de l'ensemble des courtiers, que ce soit les CFD, les futurs ou le Forex, on sait qu'à terme, on a 90% de perdants, alors que lorsqu'on regarde le pourcentage d'investisseurs qui perdent de l'argent sur le S&P 500 en fonction de la durée d'investissement, lorsque l'on garde les actions plus de 10 ans, voire plus de 20 ans, eh bien, on a plus de 90% des gens qui gagnent de l'argent dans l'investissement à long terme en bourse. Donc vous avez le trading avec 90% de perdants, l'investissement à long terme avec 90% de gagnants. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Autre graphique à droite, beaucoup de gens me disent, voilà, j'attends une correction pour rentrer sur le marché. C'est un graphique en fait qui montre la différence entre un investisseur buy and hold qui va acheter et qui va garder et un investisseur qui attend des corrections de 10% pour pouvoir rentrer. Or, il y a des phases de marché, des périodes, parfois qui durent 3 ans, 4 ans, 5 ans, pendant lesquelles le marché ne va pas perdre 10%, il va perdre parfois 6, 7 ou 8% lors de ces corrections. Du coup, celui qui va attendre des corrections de 10% pour rentrer, eh bien, sur le long terme, va faire une performance bien inférieure à celui qui reste investi en permanence, et ce, malgré des crises tous les 6, 8, 10 ans. On est actuellement dans une complaisance très forte. Quand on regarde le AAII Survey, donc c'est une étude qui est faite auprès des investisseurs individuels pour voir comment est-ce qu'ils allouent leur cash et pour voir s'ils sont confiants sur les actions. Et là, tout le monde est acheteur sur les actions et tout le monde est positif. D'ailleurs, graphique de droite, vous voyez donc, c'est un graphique qui vient de Bank of America et qui montre que
La proportion d'actions dans le total détenu de la richesse des particuliers est au plus haut depuis 20 ans. Donc les marchés n'ont jamais été aussi hauts, ils n'ont jamais été aussi soutenus, il n'y a jamais eu autant de cash, il n'y a jamais eu autant de court-termistes sur les marchés, la plupart des gens sont très positifs et maintenant tout le monde est investi en actions. Et du coup, on a des flux entrants sur les ETF qui sont indexés à l'indice S&P 500 qui battent des records qui sont absolument énormes. Parce qu'on a de plus en plus de gens qui se disent que ils n'arrivent pas à battre le marché, que leurs gérants n'arrivent pas non plus à battre le marché, que 80% des gérants font moins bien que des ETF, et donc on a de plus en plus d'investisseurs qui rentrent sur le marché, non plus via des actions en direct, mais via des paniers d'actions, des ETF. Simplement, ce qui m'inquiète moi un tout petit peu dans ce marché, c'est quand je vois ce type d'article qui est paru sur Bloomberg, qui dit The stock market never goes down anymore. Donc le marché ne baisse plus. Ça, c'est un article un petit peu plus ancien qui date de 2018, mais ça montre l'ambiance qu'il peut y avoir sur le marché. Je lis de plus en plus ce type de phrases. Les marchés ne peuvent pas baisser, les marchés ne peuvent plus baisser, les marchés sont sur des records historiques parce que les résultats sont là, alors qu'on sait aussi quand même que c'est grâce aux banques centrales et aux plans de soutien que les marchés sont aussi hauts. Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent voilà, j'achète parce que ça ne peut plus que monter. Les banques centrales sont là, les banques centrales ont réussi à éviter le cataclysme en 2008, elles ont réussi à soutenir pendant une crise historique qui est celle du Covid, donc il ne peut plus rien nous arriver. C'est ce qui me met un peu la puce à l'oreille sur le fait qu'il faut rester prudent. On peut noter par exemple des divergences entre le Dow Jones Transportation et le Dow Jones Industrial et certains secteurs qui surperforment comme les semi-conducteurs. Or, le Dow Jones Transportation est quand même un indice qui historiquement a son importance. On a donc des divergences qui se mettent en place et il faudra voir si ces divergences se confirment avec des cassures de support et des retournements. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes, on monte, on est sur des records. Mais ce que je viens de vous raconter depuis 5 minutes, ce bel idylle, ces marchés qui ne peuvent que monter, qui sont haussiers, qui sont sur des records et qui sont soutenus par des liquidités historiques, eh bien, malgré tout, ça invite un petit peu, d'autant plus quand nous rentrons dans la période estivale, d'autant plus quand nous regardons la saisonnalité qui, entre juillet et septembre-octobre, n'est pas très porteuse. Donc voilà, il faut faire attention. Graphique de droite, un graphique intéressant partagé par un tweetos sur la ventilation de la cote parisienne par phase, les fameuses phases de Weinstein. Phase 1, on est flat. Phase 2, on est dans un marché haussier. Phase 3, on va commencer à faire une sorte de top. Et phase 4, on va rentrer dans une phase baissière. Or, ce lecteur qui a partagé ce graphique assez intéressant met en avant qu'on a de moins en moins de phase 2 et de plus en plus de phase 4. Donc on a de plus en plus d'actions qui quittent la phase 2, qui arrêtent d'être haussières et qui commencent à corriger. On a de plus en plus de phase 4, des actions qui étaient haussières et puis qui se sont stabilisées et qui rentrent dans des phases baissières. Donc il y a l'indice d'un côté qui nous montre qu'on est sur des records historiques et que cela ne fait que monter. Mais parallèlement à ça, à l'intérieur même de la structuration du marché, eh bien, on a des pans du marché qui commencent à plier, à corriger, à se retourner. Et ça invite quand même à une certaine prudence et à de la sélectivité. On va passer sur la deuxième partie de l'émission. Je vous ai préparé donc une liste avec des valeurs du SRD, des valeurs françaises, des valeurs Covid que je trouvais intéressantes. Ensuite, des valeurs européennes ou françaises qui sont dans des beaux trend following et ou à la proximité de GLB, donc les Green Line Breakout, c'est quand on a la cassure d'un plus haut historique qui correspond à la zone d'introduction. Et puis quelques actions que je trouvais intéressantes, certaines qui sont proches de GLB, d'autres qui sont haussières en trend following et qui m'ont été proposées par des lecteurs. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais posé une question sur Twitter et vous avez été plus de 350 à répondre avec des idées actions. Donc j'en ai pris une bonne partie pour cette émission et j'irai repiocher dans vos propositions pour l'émission de la semaine prochaine.
On commence quand même par faire un petit tour sur les principaux actifs. Le CAC 40, il est haussier à moyen terme, il est neutre depuis un mois, il est dans un petit canal baissier de consolidation que l'on pourrait considérer comme un drapeau. Un drapeau, c'est un canal de consolidation dans le sens inverse de la tendance de fond. Donc on a une tendance haussière, on a une consolidation dans ce canal. Si on sort par le haut, on confirme la sortie d'un drapeau par le haut et donc la continuation de la tendance en direction des plus hauts récents à 6680 points, voire en direction du haut de canal haussier de moyen terme qui se situe à 6800 points. On pourrait aussi latéraliser pendant un certain temps dans la zone, sachant qu'on est en période estivale et qu'il n'y a pas beaucoup de catalyseurs. Ce n'est que si et seulement si nous avons une hausse de la volatilité, des volumes baissiers et des raisons de baisser, un catalyseur négatif. Ce n'est que si on a tout cela et qu'on casse les 6400 points violemment que l'on rentre à ce moment-là dans une correction de marché avec un support ici vers 6150 points, le support psychologique des 6000 points, puis en rappel vers 5800 points, le bas de canal de moyen terme et la moyenne mobile à 200 périodes. C'est pour ça que sur mon graphique ici j'ai mis cher et ici moins cher. Parce que en gros ici on monte mais on est quand même à proximité du haut de canal. 6800 ce serait un petit peu cher. Ce serait une zone qui inviterait à prendre des bénéfices, à couper des lignes, à se créer du cash pour pouvoir passer l'été tranquille, remonter ses stops de protection pour sortir de certaines positions si le marché venait à lâcher à un moment donné. Mais aussi, en remontant les stops de protection, on se permet de rester dans le marché tant que ce dernier est haussier. Et s'il continue de monter pendant 3 mois, on restera encore investi pendant 3 mois. Et ce graphique est utile parce que si et seulement si on a un élément négatif et que les marchés se cassent violemment la figure, on sait qu'ici on a une zone de rappel d'importance dans laquelle on devrait avoir pas mal d'acheteurs qui se manifesteraient. Concernant les métaux, l'or, toujours haussier à long terme et à moyen terme. On est un peu plus neutre quand même sur les derniers mois. On est passé sous MM200, on tricote autour. On a pris appui sur les 1750 $. Je considère qu'on est toujours neutre à moyen terme et que dans une optique de long terme, il est bon d'avoir de l'or et de l'argent dans son portefeuille dans une optique de diversification avec une préférence pour l'argent, comme le savent très bien ceux qui suivent mon émission depuis un certain temps. Je préfère l'argent parce qu'il peut être plus punchy que l'or dans des phases haussières. Je préfère l'argent ici parce qu'il est plus haussier, plus soutenu au-dessus des MM200 jours, qui est d'ailleurs ici un beau pivot. Tant qu'on tient MM200, on a la possibilité de remonter vers les 29 $, voire même par la suite de challenger les 29-30 $ et peut-être d'engendrer le scénario bouchon de champagne dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Si à l'inverse on casse MM200, on a un risque de revenir vers les 23-24 $ et le bas du range. Donc si vous faites du trading et que vous êtes acheteur de l'argent, vous savez qu'il vous faut un stop pile sous les plus bas récents. Si vous êtes investisseur de moyen terme et que vous faites de l'accumulation rationnelle, eh bien tant qu'on reste dans cette zone de prix, vous accumulez en espérant qu'un jour on en sorte par le haut. Concernant le pétrole, nous y voilà. On prend un peu de recul sur le graphique et on peut constater que la dernière fois que le pétrole cotait plus de 77 $, c'était en 2014, ça fait 7 ans, le temps passe vite. Et là donc on est revenu sur les plus hauts de 2018, pile poil, les 76-77 $, qui pour l'instant semblent réactifs. Le pétrole vient de passer de 60 à 77, il a pris presque 25%, on va dire plus de 20% à la hausse en quelques semaines, il approche d'une zone historique de résistance, donc un reflux sur cette zone de prix ne serait guère étonnant. Quant au Bitcoin, il ne fait absolument rien, il fait la sieste, et comme je le disais sur Twitter hier, si et seulement si on a un trou d'air sous les 30K en direction des 20K, ça permettra à ceux qui veulent faire du long terme à meilleur prix de se placer. Si on sort par le haut du range dans lequel on fluctue depuis plusieurs semaines, ce serait un signal haussier de relance de la dynamique haussière de long terme qui pourrait être mis à profit par les trend followers. En attendant, il y a des traders et des scalpers qui s'amusent dans cette zone de prix-là. Me concernant, j'y vois surtout une occasion de faire une pause, de ne pas regarder les cryptos pendant un certain temps, le temps que le marché se décide. C'est l'été,
on est en post-Covid, on peut profiter de ses amis, du soleil, de boire des bières en terrasse, de lâcher un peu les marchés qui, pour les 2 semaines qui viennent de passer et pour les 2 mois qui sont devant nous, devraient être quand même globalement beaucoup plus calmes. On va passer aux actions de l'émission du jour et on va commencer par une valeur Covid, Biosinex. Vous êtes pas mal à suivre Biosinex et encore plus Eurobio, deux valeurs Covid haussières à moyen long terme, en trend following, au-dessus de la MM200. Biosinex est très réactive sur cette oblique ici, qui passe par tous les plus bas depuis plus d'1 an. Et j'ai l'impression qu'on approche de cette zone de prix attractive. On s'approche de l'oblique haussière, on s'approche de MM200 qui arrive à proximité des prix. Et je ne serais pas étonné avec les annonces concernant le variant Delta, concernant d'éventuels nouveaux confinements, de nouvelles mesures, etc., qu'à un moment donné, les gens passent d'un scénario c'est l'été, tout va bien, on retire les masques, il n'y a plus de Covid, à en fait le Covid va falloir vivre avec, il y a des nouveaux variants, on va encore peut-être nous confiner. Et peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, les valeurs Covid retrouveraient de leur superbe. En tous les cas, elles ont bien consolidé ces dernières semaines. Elles sont à proximité de belles zones de soutien qui ont fonctionné par le passé. Donc j'ai l'impression qu'il est temps de se réintéresser aux valeurs Covid. Il y a certains d'entre vous qui vont rester 100% investis pendant l'été, il y en a qui vont s'investir à 70% et créer une poche de cash, et puis il y en a qui vont rester investis à 50%, qui vont prendre 20% pour prendre des valeurs Covid et être en quelque sorte protégés, et qui vont garder aussi un peu de cash. Il y a certaines personnes qui vont acheter du BX4 au cas où le CAC baisse, et il y en a d'autres qui vont se dire « je préfère pas shorter l'indice ». Par contre, s'il y a des mauvaises nouvelles concernant le Covid, les valeurs Covid vont monter, donc je vais acheter des valeurs Covid pour protéger mon portefeuille. C'est un raisonnement qui se tient. Ensuite, Egide, là on parle de théorie du phénix, une valeur qui était baissière depuis plusieurs années, qui a trouvé un point d'équilibre fin 2019, début 2020, qui a tenu malgré le Covid, qui a commencé à se retourner, qui a cassé sa MM200. Vous connaissez donc maintenant la théorie du phénix, c'est une valeur qui va se mettre à plat et puis qui va à un moment donné réussir à sortir de son carcan avec la MM200 qui se retourne, avec les volumes qui vont bien. Donc là, on parle de potentiel recovery. Et dans ces cas-là, on dézoome sur le graphique, on essaye de se rendre compte des fluctuations de ces dernières années. On voit qu'on a cassé des zones résistance récemment, la zone des 1,40, et on voit que les prochaines zones en termes d'objectifs, c'est la zone des 1,80, puis les 2 euros, 2,10 euros. Donc si cette valeur, dans ses prochaines publications, devait confirmer ses bonnes dispositions, son retournement, à moyen terme, l'objectif théorique, il est autour des 2 euros. On peut noter qu'une oblique passe par tous les plus bas, avec la MM200 qui est en soutien. Donc il y a 2 zones d'achat sur repli éventuel. Il y a la zone des 1,40, ancienne résistance devenue support théorique. Et en cas de trou d'air, on a les 1,25 en rappel qui correspondent à l'oblique qui passe par tous les plus bas depuis plusieurs mois. Et on devrait avoir la MM200 qui va arriver aussi en soutien sur cette zone de prix. Donc 1,40 et 1,25 sont 2 zones d'achat théoriques pour mettre à profit cette valeur qui est en train de se retourner et qui se met en trend following. Eurobio scientifique, c'est un peu comme Biosinex. Seul bémol, elle n'est pas au-dessus de sa MM200, mais comme vous pouvez le voir, elle vient de passer en dessous et elle essaye de repasser au-dessus très rapidement. On a ici aussi une belle dynamique des prix à moyen terme, avec parfois des petites mèches. Mais vous voyez, on part d'ici en mars 2020, plus bas ici, pas loin, pas loin, pas loin. Là, on vient de toucher. Donc, j'ai l'impression qu'on vient d'approcher une grosse zone horizontale, les 17 euros. C'est réactif. On est sur l'oblique moyen terme haussière. Et on se cale dans une sorte de triangle avec une base qui tient et avec une oblique à casser pour relancer la dynamique. Donc ici aussi, même constat, on a bien consolidé ces dernières semaines, ces derniers mois post-publication de bons résultats.
Que ce soit sur Eurobio ou Biozinex, en fait, les gens pensent qu'il va y avoir un ralentissement de l'activité parce que le Covid se calme et que à moyen long terme, par contre, ce sont des dossiers qui valorisent pas cher et qui seront intéressants. Mais si on a toujours ce Covid présent, toujours des belles commandes comme sur Eurobio récemment, et voire même de nouvelles vagues de Covid, de nouveaux variants et de nouvelles vagues de confinement, eh bien, je pense que ces valeurs ont encore un certain potentiel. Une valeur pas très liquide mais intéressante, on est l'été, on est en été, s'ennuie un petit peu, on regarde un petit peu d'autres types de configurations de marché. Donc là on voit que Fontaine-Pajot quand même c'est un beau parcours ces dernières années. Et on voit que 2018, 2019, 2020, le titre s'est bloqué sous un seuil très net, qu'on a touché en plus à plein de reprises. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et on est potentiellement en train de tenter de passer. Ce n'est pas encore fait, mais potentiellement, il y a peut-être quelque chose ici. On est sous un niveau de prix horizontal très important depuis des années. Si et seulement si on vient à le passer, il y a un gap à combler à 127 euros. Et au-dessus, il y a les plus hauts historiques, autour de 140, 150 euros. Donc, gros niveau ici pour cette valeur. On a une tendance haussière. On est dans un triangle. On tente la sortie. Si ça se confirme, le potentiel pourrait s'ouvrir. Médiane Technologies. Médiane Technologies, c'est une valeur pour investisseurs. On ne sait jamais quand elle va repartir, mais dès qu'elle repart, elle peut repartir vite et fort. Vous voyez qu'en 2020, on a eu une vague haussière puis une latéralisation. En 2021, on a une vague haussière et une latéralisation. Donc on est exactement dans le même schéma. À chaque fois qu'on revient vers les 11,70 €, 12 €, il y a déjà des acheteurs. La MM200 est en train de monter progressivement et d'arriver en soutien des prix. C'est une valeur faite pour investisseurs. On en achète, on la garde au chaud et on attend gentiment la prochaine cassure de range par le haut pour pouvoir renforcer les positions au-dessus de 14,95 €, donc les plus hauts de cette année, pour ensuite viser les 16 €. Et les 16 €, ils datent de 2011, c'est le plus haut historique, ça correspond aux premières semaines de l'introduction de Médiane Technologies. Donc vous connaissez le concept, si on casse les 16 €, on aurait alors un Green Line Breakout. Cassure de plus haut historique correspondant au plus haut de l'introduction. Et ce serait encore un nouveau signal haussier sur cette valeur. Donc on tient la valeur dans le range en espérant que le haut du range casse, ce qui sera un moyen de renforcer les positions pour viser les 16 € et la cassure des 16 € en direction de nouveaux records historiques. Ensuite, TFF Group, je l'ai prise pour faire plaisir à un lecteur. On voit qu'il y a une belle tendance haussière par le passé jusque 2018. Ensuite, on rentre dans la théorie du jouet cassé. Vous voyez ici, on avait une belle tendance haussière rapide. On l'a cassé, on a latéralisé avant petit à petit de se retourner. Donc, jouet cassé, tendance baissière. Et là, on est en fait à la croisée des chemins entre une dynamique très long terme haussière et une dynamique baissière en place depuis 3 ans. Donc on est à la croisée des chemins et on peut constater un range relativement propre entre 22 et 31,50 €. Donc dans pareille situation, si vous connaissez bien le dossier, si vous avez envie d'en accumuler, eh bien en cas de trou d'air en bas du range, pourquoi pas tenter un achat avec un stop sous le bas du range. Ou sinon, on attend gentiment la sortie par le haut avec volume, qui voudrait dire qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un changement d'état d'esprit, un changement de psychologie des opérateurs sur le dossier, et ce serait alors un beau signal haussier. Donc pour les plus patients, on prend son alerte, on la met ici à 31 €, et on verra bien le jour où ça sonne. Dans les actions dont on parle peu, il y a aussi Villemorin et compagnie.
Alors là, par contre, on est sur un graphique beaucoup plus erratique sur le moyen long terme. C'est assez spécial comme valeur. Ça ressemble un petit peu à Fontaine-Pajot que je vous ai montré tout à l'heure où on est sur une zone historique. Fontaine-Pajot, il y avait eu une baisse, un gap et puis un seuil qui avait bloqué à plein de reprises. Là, pareil, on a un gap, un seuil qui a bloqué à plein de reprises. On voit qu'on a essayé de passer en force mais que ça ne passe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, on voit le retournement se mettre en place. Là, on avait de la baisse, là, on a stabilisé à plat, là, on est dans un trend haussier au-dessus des mêmes 200. Donc partant du principe qu'elle est désormais dans une tendance haussière au-dessus des mêmes 200 et que c'est un bon dossier, eh bien j'aurais tendance dans ces cas-là à espérer un retour sur la zone de support, les 56-57 euros, pour acheter au plus proche de la zone de support avec un stop juste dessous. Comme ça, si elle n'arrive pas à tenir la zone de soutien et ça est même 200, c'est que le trend following s'évapore et qu'il vaut mieux sortir. Mais si on revient sur ce niveau avant de repartir, ce qui n'est pas impossible puisque elle travaille souvent à l'horizontale pendant un bon moment une zone de prix avant de repartir. Donc de la même manière qu'elle a fait du range ici, elle pourrait très bien faire la même chose ici. D'où l'intérêt peut-être d'attendre un retour sur le support ou un trou d'air, un test sur MM200 comme on avait eu en octobre 2020 pour potentiellement rentrer dessus. Ensuite, on passe aux valeurs en trend following et notamment certaines valeurs américaines et européennes. Datadog qui est une valeur donc haussière depuis son introduction en septembre 2019. On était passé sous MM200 un certain temps et je pense même qu'on en avait parlé dans une émission il y a quelques semaines. Je pense qu'on avait vu cette configuration et qu'on avait parlé de l'importance de la cassure haussière de MM200, que les prix repassent en trend following au-dessus de MM200 jours. Donc on avait ici un range matérialisé avec la MM200 et puis différents tests des prix autour de 96 $. On a réussi à en sortir par le haut, c'est un signal haussier, c'est à ce moment-là qu'on peut jouer une cassure haussière et prendre position et laisser courir la position avec un stop que l'on placera sous la borne haute du range et sous la MM200. Quant à celui qui cherche un point d'entrée sur cette valeur, j'en vois deux potentiellement. Un en cas de pullback, c'est-à-dire de test de la cassure du niveau récemment acquis, ou bien en cas de cassure de plus haut annuel et historique. Achat sur repli ou achat sur cassure, qui sont les deux types d'achats que l'on peut faire sur une valeur dans le cadre d'une dynamique haussière. Une valeur que j'aime beaucoup, Fastned. On va en Hollande, spécialiste des stations de recharge de voitures électriques, donc ça c'est clairement l'avenir. J'avais fait une stratégie sur Fastned ici le 21 mai 2021 parce qu'elle avait annoncé une news et qu'elle redémarrait sa tendance de moyen terme. J'avais donné un objectif à 72 me semble-t-il et on s'est arrêté à 69, mais bon, suite à mon analyse, elle avait quand même pris 20% l'espace de 10 jours, donc j'espère que certains en ont profité. Et à court terme, j'ai l'impression qu'elle est en train de nouveau de redonner une impulsion haussière, avec le petit gap haussier ouvert aujourd'hui, la cassure des plus hauts des 10 derniers jours, et en plus des volumes corrects pour une période estivale. En plus, le fait qu'on réagisse ici valide la pertinence de la zone de soutien horizontal, et en plus, on a la MM200 qui arrive en soutien. Donc je ne serais pas étonné que le titre Fastned retente, comme il l'a tenté fin mai, de relancer sa dynamique haussière, avec comme objectif toujours la zone de résistance ici vers 72, et pour ceux qui le souhaitent, si on arrive à passer la zone des 72, le comblement du gap et le retour des prix vers 90 €. Donc dans une optique de moyen terme, en trend following, en investissement, avoir du Fastned avec une invalidation sous les 48 € et la MM200 pour viser 20% de hausse, voire 40% de hausse, c'est pas déconnant. Carl Ray, même chose, même concept, plus ou moins même configuration. Là, on a une dynamique baissière, une consolidation depuis le début de l'année, mais on a aussi une dynamique de fond qui est haussière avec une MM200 qui semble réactive. Donc là, on est pile poil
dans la congestion, entre dynamique baissière sur 6 mois et dynamique haussière sur 8 mois, 1 an. Et on va surveiller la sortie. Si on casse MM200, c'est pas positif, mieux vaut en sortir et patienter. Si on arrive à donner une impulsion haussière avec volume, à casser les 35 euros, à casser cette oblique qui passe par les plus hauts de ces derniers mois, on pourrait avoir un beau signal haussier sur Carl Ray. Tout comme on a eu un beau signal haussier sur groupe LDLC. LDLC, pourquoi je vous la montre aujourd'hui? Parce que c'est l'exemple même d'une valeur en trend following haussière, au-dessus des mêmes 200, recherchée par ses actionnaires, recherchée par les membres de l'entreprise qui, après avoir vendu des titres en 2020, ont racheté des titres en 2021 plus chers. C'est pour dire à quel point ils sont confiants. LDLC qui a sorti des bons résultats ces derniers mois, mais qui avait besoin de consolider un petit peu. Ce titre vous montre que quand vous êtes sur un beau dossier haussier à moyen terme, dont les fondamentaux sont très bons, il n'y a aucune raison de sortir. Simplement, parfois, il faut prendre son mal en passance. Comme je vous ai montré, Median Technologies qui peut faire des latéralisations de 3 à 6 mois. LDLC peut faire des latéralisations de 6 mois, de 3 mois, d'1 mois, et ici, ça a duré 6 mois de nouveau. C'est son habitude, donc il faut laisser du temps au temps. Et phénomène où certains se diront « Ah, on se fait avoir, les méchants vendeurs, ah, Nicolas Chéron, il dit de mettre des stops, mais les stops, je me fais avoir », vous aurez quand même remarqué que LDLC a l'habitude de faire du LDLC. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que parfois, il y a un trou d'air avant qu'elle redémarre. Ici, on a un trou d'air sous MM200 avant qu'elle démarre en trend following. Ici, elle est neutre et elle vient faire un petit trou d'air avant de repartir. L'appareil trou d'air avant de repartir. L'appareil trou d'air avant de repartir. Du coup, tous ceux qui mettent des stops à 5% se font avoir et disent « Ah, les méchants trous d'air, le méchant marché, les méchants algos qui sont venus me sortir de ma position. Ça se trouve, les brokers voient mes stops. Et moi, Jean-Michel, avec ma position de 2000 euros, eh ben, il y a des méchants fonds d'investissement qui sont venus taper mon stop pour récupérer mes actions. » Eh bien non, Jean-Michel. Non. C'est tout simplement que c'est une valeur qui peut être volatile, qui quand le CAC perd 1 ou 2%, peut en perdre 10 parce que parfois elle n'est pas très liquide. C'est une valeur qui a l'habitude de tester ses soutiens une seconde fois avant de redémarrer. Et voilà. Et en fait, l'étude du graphique permet de voir que cette valeur fonctionne comme ça et permet même, non pas de se faire avoir, mais d'en profiter. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur Equinox. Il y en a qui vont dire « Ah bah à chaque fois qu'elle fait un trou d'air sous MM200, je me fais avoir. » Puis il y en a qui vont dire « Ah bah à chaque fois qu'elle fait un trou d'air sous MM200, je l'achète, j'ai un super prix. » Et bien là, c'est exactement la même chose avec LDLC. On peut en acheter dans les latéralisations à plat, mais on peut aussi mettre des ordres d'achat 5 ou 10% sous les prix, en se disant qu'étant donné qu'elle a l'habitude de faire des trous d'air de 5 à 10% avant de redémarrer, on va mettre des ordres d'achat 5 à 10% sous les prix, comme ça s'il y a un trou d'air, plutôt que de se faire avoir et de pâtir de son habitude de faire des trous d'air, eh bien on va en profiter. Et dans ces cas-là, on passe d'un investisseur qui subit le marché à un investisseur qui profite du marché. Et c'est à ça qu'elle sert mon émission, et c'est à ça que je sers moi. C'est à vous montrer qu'il y a des valeurs qui sont superbes à moyen terme, mais il faut parfois des stops larges, quand c'est des valeurs qui peuvent faire des corrections de 30%, des stops bien sous les prix parce qu'elles peuvent faire des mèches basses, et enfin des valeurs sur lesquelles il faut de la patience, la patience étant une des choses les plus importantes en bourse. Quant à celui qui voudrait rentrer dans LDLC, parce qu'on vient de casser un niveau de prix, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un pullback. On sait que c'est une valeur qui fait des trous d'air. On voit qu'il y a un niveau de soutien ici autour des 60-62 euros. On ne va pas mettre un ordre à 60 euros pile sur un seuil psychologique. On va le mettre à 62,5 pour être juste au-dessus du niveau de support et afin de profiter d'un éventuel trou d'air pour prendre le train en route de cette belle valeur haussière.
Natura Co Holding. Là, je remercie un lecteur qui m'envoie souvent de belles idées. C'est une valeur du Nasdaq. Elle est cotée depuis 2 ans. Dans ses premiers jours de cotation, elle a fait un plus haut historique à 24 dollars. Donc, la GLB éventuelle sur ce titre est à 23,90 dollars. Après son introduction, elle a baissé à cause du Covid. Elle s'est reprise, a stabilisé longtemps sous une zone de prix d'importance à 20,50. Donc là, on avait un niveau de résistance très clair et un moyen de pouvoir rentrer sur ce dossier en trend following au-dessus des mêmes 200 en cas de cassure de résistance. Et la prochaine opportunité qui pourrait naître sur cette valeur, ce serait une éjection haussière au-dessus de la zone de latéralisation dans laquelle nous sommes. Si ce dossier casse les 23,9 dollars, cette valeur qui est déjà en trend following passerait en green line breakout, inscrirait de nouveaux records historiques et pourrait profiter à ce moment-là d'une accélération haussière éventuelle. Ensuite, on retourne en France sur Pyxium Vision. C'est pas que j'apprécie particulièrement le dossier. Vous savez que je n'aime pas les actions biotech, que je n'aime pas les actions baissières à long terme. Mais j'aime la propreté graphique ici constatable. Donc si je vous la montre, c'est pas parce que j'aime cette valeur, que j'aime les biotech, que j'aime les valeurs à OCA, etc. Mais force est de constater que Pyxium, qui était baissière depuis des années sous MM200, a réussi à casser sa MM200 en fin d'année dernière. Elle s'est retournée, elle était dans un range qu'elle a cassé par le haut avec des volumes historiques. Donc on est, même si c'est une biotech, ici sur une théorie du phénix. Tendance baissière, tendance neutre, retournement haussier, naissance d'un trend following, court au-dessus des mêmes 200. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la propreté graphique du titre, puisque ici, on avait un plus haut à 0,92, on était revenu le tester en janvier et pile poil début mars. En début mars, c'était hallucinant, parce qu'on revient pile poil sur le support, on le touche et le jour même, il y a une news, boum, elle s'envole, le lendemain, elle cale un plus 80%. Donc ça, c'était sublime. Et bien, de la même manière, la valeur est venue s'écraser sur son support à 0,92 il y a 10 jours. Ça permettait à un acheteur agressif d'acheter pile le support avec un stop court. On pouvait ensuite sinon acheter la réintégration de la MM200 et des 1 euro seuil psychologique et de profiter d'une hausse de 15-20% relativement rapide qui dure depuis 2 jours. Donc vous voyez ici la pertinence de l'analyse graphique, valeur qui se retourne, qui teste un support plein de fois, on revient sur le support gentiment et de nouveau ce support est réactif et permet un achat avec un stop serré et donc un ratio risque-gain optimum. Ensuite on retourne au Nasdaq avec TuSimple Holding, c'est tout simplement pour vous montrer que les GLB aux États-Unis, il y en a quand même beaucoup plus en Europe, même si on en trouve en Europe. Bref, pour ceux qui aiment beaucoup le trend following et les GLB, aux États-Unis, c'est quand même pas mal de suivre les introductions boursières. Vous voyez ici une valeur qui s'est introduite au mois d'avril. Elle a fait 3 mois de latéralisation et un jour, boum, le 8 juin, GLB, cassure du plus haut historique correspondant au cours d'introduction, naissance d'une dynamique haussière. Et on a ici un titre qui, une fois le signal donné, passe de 42 dollars à 80 dollars. Donc on a pratiquement 100% de hausse en l'espace d'un mois. Donc si vous aimez bien regarder ce qui se passe outre-Atlantique, ça vaut le coup franchement de regarder les introductions. Et quand vous voyez une valeur neutre comme ça, avec une GLB potentielle, vous mettez une alerte, et puis le jour où l'alerte sonne, on achète, on met le stop, et on tente le Green Line Breakout. Dernière partie, les valeurs internationales, BIM thérapeutique. Alors ici, c'est un lecteur qui est dessus, mais il m'en a parlé déjà il y a 1 ou 2 semaines. Là, c'est tout simplement un retour sur cette configuration qui était une belle configuration de moyen terme haussière. On voit que la valeur avait besoin de consolider et qu'elle est venue consolider jusqu'à sa MM200. Donc ici, le point 1, c'est l'entrée potentielle numéro 1. En plus, c'est génial parce que, regardez, ici, la valeur était posée sur un support. Et en fait, le 10 mai, elle est sur le support. Le lendemain, elle gape sous le support, mais elle va clôturer au-dessous. Donc c'est vraiment ça, c'est un trou d'air manifeste, magnifique. En plus avec des volumes énormes. Donc en gros, les acteurs se sont fait peur, elle a ouvert sous le support et bam, ça a payé toute la journée et c'était le début d'une naissance haussière. Donc ça,
ce chandelier là, pile sur MM200 avec ouverture sous MM200, clôture au-dessus, c'est magnifique. Ensuite, la valeur s'est mise dans un range, elle a fait une sorte de W, et la cassure de ce W était un signal d'entrée potentiel. Ensuite, une fois qu'elle a cassé ce W, elle a fait un pullback. Et on sait tous que le pullback est le moyen de rentrer sur un seuil après que ce dernier vienne de casser. Et ensuite, on a le runaway gap. Un gap avec très certainement une news, un gap avec des volumes historiques plus gros que les 6 derniers mois. Et généralement, quand on a ce type de gap aux États-Unis, on ne va pas le combler dans la foulée. Et on peut même acheter la cassure du plus haut de la séance en question. On a un gap haussier, on stabilise sous les 113, le lendemain on stabilise à plat, le surlendemain on casse. De nouveau, ça c'est un signal haussier. Et enfin, la cassure du plus haut annuel et historique ici, qui est encore un signal, mais bon, vu qu'on vient des mêmes 200 et des 60 dollars et qu'on est à 130, ça devient un peu chaud de rentrer sur ce cassure de plus haut historique. Et pour l'investisseur moyen terme qui me demandait d'en parler dans l'émission, eh bien vous avez ici ce runaway gap qui est vraiment une cassure historique. Et si vous voulez faire du moyen terme, vous donnez du temps sur cette action, lui donner la possibilité de consolider un certain temps avant d'éventuellement repartir, vous devez utiliser un stop large à plus de 25% des prix. Mais encore une fois, si vous êtes sur ce type de dossier, c'est pour aller chercher des 100 ou 200% de hausse. Donc un stop à 30% avec un objectif à 100%, ça ne me choque pas non plus. Ensuite, contexte logique, le code mnémonique est WISH. Alors, il y en a qui wish, qui espèrent, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Wish a profité de la vague des introductions boursières des SPAC début 2021 en pleine euphorie. Ensuite, elle s'est littéralement cassé la figure. Il y a eu un short squeeze sur Wish ici. Il y avait énormément de vendeurs dessus. C'était une des actions très vendues. Et donc, quand on a eu les short squeeze sur toutes les valeurs extrêmement vendues, eh bien, elle en a profité. Elle est passée de 7 à 15 en 48 heures. Donc, elle a doublé. Mais vous voyez bien que ça ne suffit pas et que c'est 15,50, c'est une zone de résistance majeure. Donc tant qu'on est bloqué sous cette zone de résistance des 15 dollars, pour moi, il n'y a rien à faire dessus. Soit on attend un retour sur les plus bas, une réaction positive, soit on attend un jour la cassure de la résistance. En attendant, il n'y a rien à faire. Ensuite, Walt Disney, pour ce qui est d'une belle grosse valeur de moyen long terme, haussier sur pratiquement toutes les unités de temps. Elle latéralise depuis maintenant 6 mois. Malgré tout, on voit qu'elle fait des plus bas qui restent de plus en plus hauts, ce qui est plutôt positif. Mais on voit aussi que la MM200 arrive en soutien des prix. Donc ici, on espère qu'on sorte de la latéralisation actuelle par le haut. Et on surveillera une éventuelle cassure des 180 dollars. On était dans une dynamique baissière avec des plus bas de plus en plus bas. On a cassé une oblique, on est revenu dessus. Ouais, je préfère pas prendre cette cassure d'oblique comme un signal fort. Je préfère attendre qu'on fasse des plus hauts que le précédent. Donc on casse les 180-181 dollars. Plus on voit bien que c'est une zone de résistance très travaillée. On l'a travaillé une fois ici. Ensuite, on l'a travaillé là, puis là, puis là. Donc, et ici. Donc on attend une cassure franche ici des 181-182 dollars. Et si c'est le cas, ça peut relancer la valeur en direction de ses plus hauts historiques. Ensuite, Trivago, c'est une petite valeur du Nasdaq baissière à long terme, au-dessus des mêmes 200, donc tentative de naissance d'un trend following. Mais vous voyez qu'ici, il y avait une oblique qui passait par tous les plus bas qui a été cassée récemment, donc c'est pas très positif. Vous voyez qu'elle revient ici sur support et qu'elle baisse alors que l'indice monte, donc c'est pas très positif non plus. Et je pense qu'il faut considérer le gros support, non pas comme celui sur lequel on est, mais peut-être le support des 2,85 dollars et de la MM200, qui correspond à une zone très travaillée par le passé. Donc c'est pas étonnant que voilà, on ait un nombre d'impacts ici important. Et donc si on revenait tester les 2,85, 2,90 sur MM200 et qu'il y avait une réaction positive, ce serait un moyen de rentrer pile poil sur repli, sur support, avec un risque faible. Ensuite, True Live Cannabis. Alors, hop, hop, hop. Je ne sais plus laquelle c'est celle-ci, True Live Cannabis. Je ne sais pas si c'est une valeur ou si c'est un ETF, ça. En tous les cas, je pense que c'est une valeur. On a une zone de prix
à l'introduction qui a été travaillée. On a une GLB ici, un pullback là, et la naissance d'un trend following par la suite. On a une consolidation comme beaucoup de sites de valeurs américaines qu'on vient de regarder là. Une correction, une consolidation depuis plusieurs mois. On a une base horizontale qui se crée, ce qui est plutôt positif. Et on a une belle réactivité de la MM200 en soutien. Donc il y a ceux qui achètent MM200 et il y a ceux qui attendront qu'on sorte du petit range dans lequel on vient de se mettre. La valeur était baissière à court terme, elle devient neutre à court terme. On attend qu'elle repasse haussière à court terme dans le sens de la dynamique haussière de moyen terme. C'est pas mal du tout en tous les cas. Autre valeur sympa, Vision Marine. Vision Marine, on l'avait suivi au mois de février parce que c'était un peu l'euphorie sur les introductions boursières et sur les GLB. Vous pouvez voir que j'avais mis une alerte à 18 $ sur cette valeur en cas de GLB, qu'elle n'a jamais fait. Donc, pas de signal, pas d'achat. Ensuite, chute, conso à plat, tentative de retournement. Donc là, on est peut-être dans une petite théorie du phénix. Une zone de soutien claire qui a été testée une fois, deux fois, 3 et 4 fois. Donc ici, on est peut-être sur une inversion de polarité haussière. Il y a ceux qui connaissent le dossier, qui ont travaillé un peu la chose et puis qui l'achètent pile poil sur support avec un stop en dessous. Et il y a ceux qui vont faire du trend following en attendant des cassures. La cassure des plus hauts récents à 10,80, puis la cassure des plus hauts suivants à 12 $. 10,80, 12 $, c'est deux entrées pour jouer la hausse potentielle de court moyen terme, en direction peut-être un jour des plus hauts historiques à 17-18 $ et peut-être un jour d'une GLB avec plus de hausse à l'appui. Donc voilà, pas mal du tout. On passe de neutre à haussier, on est sur un support réactif. Maintenant, il faut réussir à redécoller. Et enfin, on termine par Waste Connection, Onise. C'est une magnifique valeur, superbe, ultra haussière à long terme sur 20 ans, encore plus haussière depuis 5 ans, qui suit une belle oblique haussière depuis des années. La seule fois où on est passé dessous, c'était pendant le Covid. C'est une oblique qui a été testée une fois ici, une fois là, une fois ici post-Covid, et encore une fois là il y a quelques mois. Donc j'aime beaucoup la pertinence de cette oblique qui passe par des points clés qu'on a touchés à plusieurs reprises. Je profite de cette oblique pour tracer un canal et voir que ce canal a une certaine pertinence. Je peux donc constater qu'on a fait une fausse sortie de canal par le haut et que la valeur est en train de consolider à court terme. Je peux constater qu'on est un peu loin des supports. On a un support à 108 $ à MM200, on a un support à 106, 107 le bas de canal. Donc si j'en avais, je serais content d'être sur ce type de belles valeurs à moyen long terme. Si je n'en avais pas et que je cherchais un point d'entrée, j'espérerais une consolidation en direction des MM200 ou du bas de canal pour pouvoir acheter entre, on va dire, faisons large, entre 105 et 110 $. Voilà, 105-110 $ est une zone d'achat sur repli sur cette belle valeur haussière à moyen long terme. Voilà, c'est la fin de cette émission, 53 minutes, c'est l'été, on sent que les marchés sont calmes, moins de choses à dire, mais c'est aussi le moment de nettoyer son portefeuille, de découvrir de nouvelles valeurs aussi grâce à ces émissions, de découvrir des façons d'analyser, comment détecter les supports, les résistances, théorie du jouet cassé, théorie du phénix, importance de la MM200, où placer des stops, comment rentrer sur une valeur haussière en trend following sur cassure haussière. Voilà toutes ces choses que j'essaye de vous inculquer, de vous apprendre, de faire passer. Le changement de logiciel de l'investisseur, arrêter d'aller sur des valeurs baissières, d'aller sur des biotech, de faire du trading en levier, mais plutôt de faire de l'investissement, du trend following, des valeurs qualitatives, haussières à moyen long terme et dont les fondamentaux sont en plus généralement très bons. Puisque quand vous regardez les plus belles valeurs de trend following, Sartorius, Esker, Téléperformance et d'autres, eh bien vous vous rendez compte de quoi? Eh bien que naturellement, les valeurs qui sont les plus haussières en trend following sont parmi les meilleurs dossiers de la cote. Donc en fait, en faisant du trend following, on fait bien évidemment de l'analyse technique, mais on fait aussi naturellement de l'analyse fondamentale. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine. Vous me retrouvez sur les réseaux, sur BFM, sur Bismart. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Des bonnes vacances pour ceux qui partent.
Et puis on se retrouve mardi prochain pour les marchés en action. Au revoir à tous.